Aujourd'hui, je considère que le président de la République ne respecte pas suffisamment le Parlement, en tout cas ne respecte pas le rôle du Sénat. Nous sommes un contre-pouvoir aujourd'hui, mais nous sommes une force de proposition. Il n'est pas normal que nous ayons appris souvent les mesures sanitaires à la télévision avant qu'elles aient été proposées au Sénat. Le gouvernement gouverne sous ordonnance, c'est-à-dire en n'écoutant ni l'Assemblée ni le Sénat. Donc ça déborde même le seul prisme du Sénat, mais ça concerne aussi toutes nos assemblées. Donc je crois qu'il y a urgence à revenir à un mode de fonctionnement qui soit plus conforme à notre démocratie. Alors, au Sénat, nous étions très nombreux à ne pas souhaiter pouvoir prolonger le pass sanitaire jusqu'au mois de juillet. Nous avons voté jusqu'au mois de février et nous souhaitions aussi que la prolongation soit conditionnée à des mesures territoriales, c'est-à-dire là où il n'y avait pratiquement plus de virus galopant, on pouvait, et beaucoup de gens vaccinés par ailleurs, on pouvait supprimer le pass sanitaire. Bien sûr que c'est ce qu'il faut faire et il faut au maximum concilier les libertés publiques et la salubrité publique. Alors c'est facile à dire, c'est moins facile à faire. Mais la position du Sénat me semblait être la plus sage. Sur la plupart des textes, c'est l'Assemblée nationale qui peut avoir le dernier mot. Mais lorsque nous faisons entendre un avis différent, il est quand même entendu. Donc c'est notre système français avec les deux chambres, le bicaméralisme, et donc c'est peut-être pas le meilleur, mais c'est le moins mauvais des systèmes. Et le Parlement sera fermé à partir de février jusqu'au juin, c'est ça? Alors oui, mais il peut être convoqué à n'importe quel moment. Effectivement, de la fin février jusqu'aux élections présidentielles, nous ne siégerons plus, mais nous pouvons être rappelés à tout moment, si besoin. Si besoin. Donc la démocratie parlementaire ne s'interrompra pas. Elle pourra reprendre vraiment selon la nécessité de l'actualité. Et pourquoi vous êtes voté contre le pass sanitaire? J'ai voté contre le pass sanitaire parce que je considère que une partie de la population aujourd'hui, 80% de la population est vaccinée. Donc globalement, 15 à 20% des gens ne le sont pas. Et finalement, on embête 80% de la population pour 15 à 20% de la population qui ne l'est pas. Il y a quand même 10% au moins de la population qui ne peut pas se faire vacciner pour des raisons médicales. Moi je considère qu'à 80%, et c'est les épidémiologistes qui nous l'avaient dit, on peut avoir une immunité collective. Donc je considère qu'aujourd'hui, nous sommes protégés. Ceux qui ne sont pas protégés, particulièrement, ce sont ceux qui ne sont pas vaccinés. Nous avons voté le Sénat pour le pass sanitaire, mais jusqu'au mois de février. L'Assemblée nationale a refusé, et le gouvernement a refusé d'aller voter notre texte, puisqu'il voulait que ça soit jusqu'au mois de juillet. Dans la mesure où l'Assemblée a annulé notre texte et a prolongé au mois de juillet, on a considéré que finalement les travaux que nous avions faits ne servaient à rien. Et donc, lorsque nous avons eu la deuxième lecture, nous avons rejeté le texte. Ça ne sert à rien. Vous savez, quand vous proposez des choses qui ne sont pas retenues, ça ne sert à rien de travailler. Donc, est-ce que vous trouvez que la démocratie est réduite au sein du Parlement ou au sein du Sénat? Aujourd'hui, je considère que le président de la République ne respecte pas suffisamment le Parlement, en tout cas ne respecte pas le rôle du Sénat. Nous sommes un contre-pouvoir aujourd'hui, mais nous sommes une force de proposition. Il n'est pas normal que nous ayons appris souvent les mesures sanitaires à la télévision avant qu'elles aient été proposées au Sénat. Je considère que nous sommes là pour donner notre avis, pour voter et pour nous exprimer. Nous sommes les représentants des élus au Sénat. Et donc nous sommes tout à fait en droit de demander à être consultés avant que les mesures soient prises. Et donner notre avis et surtout faire des contre-propositions. On est un peu dessaisi puisque c'est par décret que le président de la République va enjamber la période présidentielle et faire en sorte que l'extension de l'utilisation du pass sanitaire se prolonge jusqu'en juillet. Alors c'est une loi qui a été votée par la République En Marche. Nous y sommes opposés. On avait convenu avec les collègues du groupe qu'on aurait pu envisager de faire le point, par exemple en février, de voir s'il y avait lieu ou pas de prolonger ces mesures sanitaires, dont on ne sait pas aujourd'hui quelle sera leur efficacité d'une part, et on ne sait pas encore si l'évolution de la maladie impactera durablement le fonctionnement de nos sociétés. Donc en fait, vous avez voté non aux prolongations du pass sanitaire. Et qu'est-ce qui s'est passé le jour? Parce qu'au début, l'ensemble du Sénat, on peut dire majorité, a rejeté
cette proposition de loi. Mais après, ça a été quand même adopté. Oui, alors après, le fonctionnement des institutions fait que lorsque le même texte est proposé aux deux assemblées et qu'il est voté en des termes différents, le dernier mot revient à l'Assemblée nationale. Donc c'est l'Assemblée nationale, le texte de l'Assemblée nationale qui s'impose. C'est le régime de nos institutions. Et donc ce pass sanitaire s'appliquera jusqu'au 31 juillet. Et dans ce sens-là, parce que de toute façon, c'est l'Assemblée nationale qui a le dernier mot. Et quel est le... Ça sert à quoi, en fait, du coup, la vote du Sénat? C'est une bonne question. Nous sommes dans un régime bicaméral avec une chambre élue directement par les citoyens, l'Assemblée nationale, et une chambre élue au suffrage censitaire, le Sénat. Suffrage censitaire, c'est-à-dire on est des représentants des représentants. Nous avons les mêmes prérogatives, on est généraliste en quelque sorte, on peut étudier les mêmes textes. In fine, en cas de désaccord sur des textes, on peut proposer une commission mixte paritaire qui a pour objet de fusionner les textes de l'Assemblée et du Sénat et d'essayer de trouver un accord. Si on trouve un accord, ça veut dire qu'il y a des propositions du Sénat qui ont été intégrées. Donc on sert à quelque chose quand même. S'il n'y a pas d'accord, le dernier mot reste à l'Assemblée nationale par un vote à l'Assemblée nationale. Mais on ne peut pas dire qu'on sert à rien, on sert quand même de contre-pouvoir, mais c'est beaucoup plus compliqué de faire entendre sa voix lorsqu'on est au Sénat que lorsqu'on est à l'Assemblée nationale, et surtout quand on est dans l'opposition. Est-ce que vous avez senti en tant que sénateur, depuis certains temps, la démocratie au sein du Parlement est réduite? Oui. Oui. Il y a un certain nombre de déplacements qui sont entravés. Il y a un certain nombre de mesures qui sont prises qu'on ne comprend pas toujours. Par exemple, les mesures à l'école, par exemple, pour un certain nombre d'enfants qui sont contagieux, qu'on admet quand même, des classes qu'on ferme et puis qu'on rouvre, mais on ne sait pas. Les enseignants, ils ont un mal fou à appliquer le protocole parce qu'ils ne savent pas comment l'interpréter. Dans une classe de 24 élèves, vous pouvez très bien, après fermeture au bout de 7 jours, réouvrir avec des gosses qui sont potentiellement dangereux et on ne le sait pas. Donc il y a à la fois une certaine, je ne dis pas un laisser-aller, mais quelque chose de l'ordre de l'impréparation, de l'errance. Et en même temps, le gouvernement est amené, sur d'autres sujets, à prendre des mesures qui nous font dire que, par exemple, sur le pass sanitaire, si les mesures s'appliquent en juillet, on aura un nouveau président de la République. Et si c'est un président de la République qui n'a pas la même conception des libertés publiques que celui qui est en poste à l'heure actuelle, on peut très bien avoir une dictature douce, c'est-à-dire sans transition. C'est-à-dire que celui qui arrive, il s'empare du pouvoir avec les conditions telles qu'elles sont faites, c'est-à-dire qu'on restreint les déplacements, on ne vote plus parce que c'est dangereux, enfin vous voyez, il peut y avoir Donc je pense que la démocratie, c'est quelque chose d'exigeant, qu'il faut continuellement interroger et sur laquelle il faut la plus grande vigilance. Et je pense que de ce point de vue-là, alors on n'est pas tombé non plus dans une dérive dictatoriale, c'est pas ce que je veux dire, mais il faut faire attention à ne pas dériver. Donc je pense qu'on est encore dans un pays libre et c'est un pays qui subit une situation sanitaire qui nous impose de prendre certaines précautions. Donc finalement en France, à l'heure actuelle, dans nos sociétés occidentales, on vit d'une manière relativement libre quand même. Mais il faut faire attention, c'est un bien précieux. Est-ce que vous avez senti certaines censures des médias sur certains sujets? Je trouve que on a donné la parole à des conseils scientifiques, à des avis d'experts, mais quand la médecine, qui est censée être une science dure, quand la médecine arrive à douter, quand des scientifiques arrivent à exprimer des avis contraires, eh bien, les gens sont déstabilisés. Et il est difficile dans ces conditions de se faire une opinion. Néanmoins, il faut continuer ce type de débat pour montrer tout simplement qu'il n'y a pas de vérité immanente, que toute construction humaine doit être interrogée, y compris la connaissance. Et que pensez-vous le fonctionnement du Parlement face de la Covid depuis 2 ans? Je pense que le Parlement n'a pas été suffisamment associé
aux décisions du gouvernement et que nous aurions dû travailler davantage ensemble pour pouvoir avoir un partage des décisions qui soit... Nous n'apprécions pas les décisions qui sont des décisions autoritaires. L'état d'urgence permanent n'est pas satisfaisant. Aujourd'hui, il y a un phénomène d'abstention relativement important qui est structurel, qui se reproduit d'élection en élection. Les élections municipales et les élections locales, d'une manière générale, ont montré que les citoyens se sentaient moins concernés par ces scrutins et n'avaient pas envie forcément de participer à ces élections. Donc il est important qu'effectivement en France, on se pose la question de savoir comment on fait revenir les Français vers le vote et d'une manière générale vers les isoloirs, quelle que soit l'échéance. Je pense qu'il faudrait peut-être consulter davantage les citoyens entre deux échéances électorales, par exemple par référendum, mais aussi réfléchir à la possibilité d'avoir des référendums d'initiative partagée, d'avoir également, je pense, davantage de consultations, de conventions citoyennes qui permettent aux citoyens de donner leur parole et d'être pris au sérieux également entre les échéances électorales. Alors que pensez-vous du fonctionnement du Parlement face à la Covid ? Écoutez, j'ai entendu des critiques, et notamment de l'opposition au gouvernement, dire que les libertés ou que le rôle du Parlement était restreint et se plaindre de la restriction du rôle du Parlement. Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ça, en tout cas pas dans notre pays. Si vous regardez les différents pays européens, beaucoup de ces pays ont pris les décisions sur la crise sanitaire par décret, sans même venir devant le Parlement. Ici en France, le gouvernement est revenu 11 fois depuis le début de 2020, devant le Sénat et devant l'Assemblée nationale, pour demander que l'on vote les lois qui l'habilitent à prendre les mesures sanitaires. Et par conséquent, je pense que c'est une fausse querelle de dire que, bien entendu, c'est le virus et la pandémie ont conduit à restreindre des libertés, au début à faire un confinement, ensuite à prendre des mesures comme le pass sanitaire qui ne sont pas agréables. Mais toutes ces mesures ont en permanence été 11 fois de suite permises par le Parlement. Et donc de ce point de vue-là, je trouve que la démocratie est plutôt une bonne façon de lutter y compris contre les pandémies. Et selon vous, en tant que sénateur, et vous pouvez expliquer, parce que les téléspectateurs, c'est dans quel cas le gouvernement peut passer ce type de mesures sanitaires? Parce que des fois, le gouvernement doit consulter au Parlement, c'est-à-dire doit valider, voter par le Parlement. Et pourquoi ces nouvelles mesures s'est passé comme ça? Oui, alors personnellement, je trouve que ce passage du Conseil de défense sanitaire, qui fait que quelques-uns décident de tout ce qui va se passer dans le pays, c'est trop peu. Enfin, je fais partie de ceux qui voudraient qu'on associe plus le Parlement, mais aussi qu'on associe plus les autres ministres aux décisions qui sont prises et que ce ne soit pas dans un entre-soi que se prennent les décisions, même si un certain nombre de décisions sont effectivement tout à fait cohérentes. Mais je trouve qu'il y a quand même une restriction des libertés par rapport à ça, et aussi j'ai vraiment la conviction que plus on est nombreux à réfléchir sur un problème, plus les solutions seront pertinentes et cohérentes. Et pour vous, pour le moment, c'est autorisé, c'est-à-dire le gouvernement a le droit de passer ce type de mesures sans consulter l'avis du Parlement? Oui, alors en fait, nous, on avait demandé qu'effectivement, cette possibilité pour le gouvernement, on puisse la remettre en cause à la fin février, à la lumière de la situation sanitaire du moment. Le gouvernement a voulu passer outre et a fait voter un texte comme quoi ça allait se maintenir jusqu'à la fin juillet. Ce qui permet aussi de passer le cap des élections, mais qui du coup est très long. Et c'est effectivement, je n'ai pas voté ce texte-là qui pousse à ce que l'urgence sanitaire soit jusqu'à la fin du mois de juillet 2022. Selon vous, il y a la démocratie au sein du Parlement vraiment s'est réduite quand même?
Oui, effectivement, je pense qu'aujourd'hui, il y a quand même très clairement une écoute tout à fait insuffisante de la représentation nationale, qui est celle de l'Assemblée nationale et du Sénat. Hein. Voilà, donc les mesures sanitaires peuvent justifier des choses, mais ne peuvent pas justifier de tout. Et je fais partie de ceux qui pensent qu'on aurait dû avoir des débats plus réguliers et plus en profondeur sur ces sujets, plutôt que de se restreindre à ce que fait aujourd'hui le gouvernement et le président et le Premier ministre. D'après vous, cette réduction ou cette dégradation de fonctionnement du Sénat, ça vient de quoi? Est-ce que c'est depuis le gouvernement Macron, la majorité à l'Assemblée nationale, ou c'est d'autres raisons? Oh, c'est-à-dire que c'est devenu un peu le gouvernement de la petite partie de ceux qui s'occupent des questions sanitaires qui aujourd'hui dirigent la nation. Donc effectivement, on voit bien que cette crise sanitaire, elle bouscule beaucoup de choses. De là à ne pas avoir un fonctionnement normal, je ne fais pas partie de ceux qui plaident pour cela, et je considère que uniquement voir les questions qui touchent notre pays comme celles des autres pays, puisque le monde entier est lié à cette crise, uniquement par le prisme d'un petit noyau, n'est pas bon pour notre démocratie, tout comme ce n'est pas bon pour la démocratie et la politique mondiale en général. On voit bien actuellement d'ailleurs qu'il y a des choses très importantes à faire, hein, parce qu'on est très liés au niveau mondial, et que effectivement nous, ce qu'on doit faire aujourd'hui, c'est faire en sorte que les pays qui sont peu vaccinés ou pas vaccinés le soient, parce que sinon les variants vont venir d'un peu partout dans le monde et on va revenir à des situations extrêmement compliquées dans les pays qui vont courir toujours après un nouveau variant ou un nouveau vaccin ou une nouvelle thérapie. Il y a vraiment une dynamique mondiale qu'il faut créer. Tout à l'heure, j'ai interviewé plusieurs sénateurs et il m'a dit, comme c'est l'Assemblée nationale qui a le dernier mot, ça sert à quoi en fait du coup la vote du Sénat ça? Alors c'est vrai, mais au-delà de ça, au-delà du fait qu'effectivement il y a un moment où c'est l'Assemblée qui peut avoir le dernier mot, je pense que nos assemblées fonctionnaient bien dans la mesure où chacun prenait en compte les amendements qui pouvaient être portés soit par le Sénat, par l'Assemblée. On voit bien qu'aujourd'hui on abandonne ce schéma et que le gouvernement gouverne sous ordonnance, c'est-à-dire en n'écoutant ni l'Assemblée ni le Sénat. Donc ça déborde même le seul prisme du Sénat, mais ça concerne aussi toutes nos assemblées. Donc je crois qu'il y a urgence à revenir à un mode de fonctionnement qui soit plus conforme à notre démocratie.